Je m'appelle Mathieu Courat. Je suis batteur depuis ma naissance. Je suis né un 4 janvier 1931. Actuellement, j'ai 81 ans et je joue toujours de la batterie. Les débuts, j'ai eu la chance d'avoir un cousin Germain qui jouait de la batterie dans les différents cafés à Liège. Mon papa était accordéoniste amateur et j'ai toujours été attiré avec mon cousin par la batterie. Et partout où il était, j'y allais aussi. Il a commencé par me tenir entre ses jambes, il me tenait mes poignets jusqu'au jour où il m'a lâché. Et j'ai continué à jouer de la batterie. Et où il était, où il y avait un batteur avec un accordéoniste, j'y étais aussi. Je cherchais à me trouver où il y avait une batterie qui jouait. Il n'y avait pas un établissement où il n'y avait pas, ne fût-ce qu'un accordéoniste et un joueur de batterie, comme on appelait dans le temps, hein. Partout. Je ne suis pas gêné de dire, les cafés, c'était la rue Souverain-Pont, c'était la batte. Ça battait son plein. En dehors des accordéonistes à ce moment-là, je ne connaissais absolument rien du tout. Rien. C'est en devenant plus âgé que je me suis de plus en plus intéressé à ce qu'on me faisait faire derrière une batterie. Toujours en étant appuyé par mon cousin, qui, entre parenthèses, lui, était montreur aussi des marionnettes liégeoises au théâtre de la Vie Wallonne. Et je passais mon temps aussi à aller jouer le tambour pour les marionnettes. Ouais. Il y avait beaucoup de cafés où on y dansait, on jouait des tangos, de tout. La musique variée, de tout. Il y avait des dancing partout. Mais on appelait les cafés dancing. Il y en avait un ou l'autre qui venait chanter sur petits morceaux. On les accompagnait. J'avais atteint l'âge de 15 ans, on ne s'était jamais imaginé qu'il y aurait eu un risque. Et là, il y avait un risque, parce qu'à cette période-là, les Allemands étant toujours chez nous, pas de si peu, hein, nous ne pouvions pas fréquenter les salles de danse ni de spectacle. Et ils sont arrivés un jour, à l'Oasis. J'ai dû me sauver par les jardins, avec l'intermédiaire
du patron de l'établissement, d'autres personnes plus âgées que moi. Autrement, j'aurais été embarqué pour aller en Allemagne. Hein. C'était un coup dur, ça. Parce qu'à ce moment-là, mon cousin, dont je viens de parler, que je suivais toujours malgré tout, jouait lui dans un café en face de l'église Saint-Barthélemy en Ferrosterie. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est mon cousin qui est monté à ma place et moi je me suis retrouvé dans le café en Ferrosterie. Donc je ne perdais rien du tout. Jusqu'au moment où les Allemands s'en sont allés. Hein. Je suis entré au conservatoire à l'âge de 15 ans. Avec mon professeur, donc. C'est lui qui a créé le cours de percussion au conservatoire à Liège. Le directeur du conservatoire étant Fernand Quinet. Et je ne connaissais pas une note de musique. Et pour y rentrer, il fallait connaître la musique. C'est-à-dire que jusqu'à 15 ans, j'étais autodidacte. Et je vous dis, je pouvais jouer n'importe quoi, on pouvait me demander n'importe quoi, je le jouais. Mais quand je suis entré au conservatoire, je faisais des balles. Je faisais des balles avec un orchestre de 12-13 musiciens. Le chef d'orchestre à cette époque-là, c'était Henri Spadin. Entre parenthèses, c'est lui qui m'a découvert rue Souverain-Pont. Il a entendu un saxophoniste qui jouait avec moi, il y avait un accordéoniste aussi. Le saxophoniste était un grand monsieur déjà, à l'époque, à Liège. C'était Raoul Faisan. Là, concernant jazz, j'ai déjà appris pas mal de choses au contact de Raoul Faisan. Donc, hein. Il me disait, tu fais ceci, tu fais cela. Et ça allait, je marchais. Je suis entré comme premier élève, donc, je viens de dire, à l'âge de 15 ans. La percussion. Il se fait que mon papa, un jour, ayant eu un contrat suite à un crochet que j'avais fait au Walala, en dessous du palace, j'avais gagné le premier prix, là, je l'ai gagné presque tous. Donc, nous sommes quasiment encore pendant la guerre, où c'était la fin, enfin. On arrivait à la fin. Et je suis allé donc là, à ce crochet donc, que j'ai remporté. Et le premier prix, c'était un contrat de 3 jours dans une taverne dancing à Verviers, sur la place verte. Je m'en souviens encore.
malgré mes 81 ans, je me souviens encore du nom du patron, c'était un certain Monsieur Blaise. Et là, j'y ai fait 3 jours. Papa n'avait pas de voiture, papa me conduisait au train, il venait me rechercher. Et un jour, il rencontre un monsieur dans le train qui parcourait des papiers de musique, des feuilles de musique, qui écrivait. Il dit, mais j'ai un gamin qui joue de la batterie, il m'a dit, ah, ça tombe bien, il répond le bonhomme. Je vais commencer au conservatoire. Je suis actuellement professeur à Verviers, mais je viens d'être nommé pour créer le cours de percussion au conservatoire à Liège, dont Fernand Quinet était le directeur. J'ai besoin d'élèves pour ma classe. Oh, mais dit-il, mon père, mon fils ne connaît pas de notes de musique et je ne sais jamais si vous pourriez l'avoir là-dedans, hein, parce qu'il ne demande qu'une chose, c'est de faire de la musique de danse, du jazz, le restant, c'est un niet. Lui a demandé si j'étais déjà assez avancé. Ah oui, pour faire les balles qu'il fait déjà. Et alors il a une spécialité, dit-il, pour son âge. Il a un roulement. C'est curieux de devoir dire ça soi-même, mais il a un roulement sur la caisse claire, dit-il. Pour moi qui ne suis qu'un amateur à l'accordéon, qu'il y en a beaucoup dans les plus âgés qui n'ont pas. On y est allé. On fait la connaissance de ce monsieur, le professeur, monsieur de Wynne, de son nom. Et il me demande donc que je fasse quelques exercices. Ton papa m'a dit que tu ne connaissais pas la musique, mais je voudrais bien que tu me fasses quelques exercices. Surtout sur la caisse claire. Il m'a donné les baguettes et j'ai commencé. J'ai directement fait un roulement. C'est pas compliqué. Je ne savais pas, je ne connaissais pas moi les exercices. Je jouais d'oreille, hein, donc. J'avais fait par exemple 8 mesures de roulement. Il me fait arrêter. J'aimerais mieux de ne pas dire ça, mais je ne sais pas faire autrement que de dire la vérité. Il a dit, écoutez, c'est pas compliqué, j'ai déjà joué un petit peu partout. Hein, je suis au théâtre, je suis à Verviers, je donne des cours à Verviers. Mais rouler comme ça à son âge, je n'ai jamais vu. Et je n'ai jamais entendu non plus. Il paraît que c'est vrai.
J'ai fait les exercices, j'ai fait les exercices. Il ne faut pas rester comme ça, dit-il. Il faut absolument le laisser venir à mon cours. Je vais en parler avec Fernand Quinet, donc, le directeur, qui lui-même est venu m'écouter dans la classe que j'étais occupé. Le professeur, donc, M. Dewin, lui dit, il ne connaît pas une note de musique. Ah, mais il serait grand temps qu'il apprenne vite les notes pour passer un petit examen de solfège, pour avoir accès aux cours de percussion. Autrement, sans solfège, j'ai été refusé. J'ai appris les notes tout de suite. J'ai passé un tout petit examen et j'ai été accepté au conservatoire. Après 3 mois de solfège, attention, après 3 mois de solfège, à ce moment-là, j'étais en première année de solfège. Mon professeur vient me trouver dans la classe de solfège avec une carte, comme de quoi, en tant qu'élève, je devais faire partie de l'orchestre, du conservatoire. En 1945, c'était l'orchestre du conservatoire. Ce qui est maintenant le Philharmonique de Liège. Et je me suis retrouvé là, devant 80 musiciens, avec mon professeur à côté, et mes accessoires, la caisse claire, le tambour de basse, le cymbale. Donc, je vous ai dit que je rentrais au conservatoire en 1945. Je suis sorti le 8 juin avec mes prix, premier prix avec distinction, tout le bazar, tout ce qu'il fallait pour avoir terminé en 3 ans. C'était pas fini pour moi, et les discussions non plus avec papa. Un jour, mon professeur vient à la maison, il dit, il y a une place vacante au théâtre. Ce qui n'était pas vrai. Il fallait quelqu'un en plus. On demande d'entrer au théâtre. Je dis, oui. J'ai déjà accepté d'aller au conservatoire, ce qui ne me plaisait pas. Je ne le regrette pas maintenant. Mais à ce moment-là, je n'aimais pas. Ça ne me disait absolument rien du tout. Et alors, aller au théâtre, quand on m'a demandé ça, aller jouer la grosse caisse dans une fosse. Non, on ne mourrait pas. Alors, on a parlé de la stabilité d'emploi. C'est plus intéressant pour mes parents. J'étais, je le dis moi-même, je ne suis pas gêné de le dire, j'étais l'amante céleste. Parce que je peux jurer que j'ai gagné pas mal d'argent pour mes parents. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle mon père n'a jamais voulu me laisser partir. On essayait de l'influencer, des musiciens, ne le laisse pas ici, laisse-le partir aux États-Unis. Il ne tenait pas compte qu'à ce moment-là, on était toujours en période de guerre. Qu'est-ce que ce serait allé faire aux États-Unis ? Est-ce qu'on m'aurait accepté? Quoi? Mais ça m'aurait tenté, ça me tentait. Partir tout seul, je ne connaissais pas un mot d'anglais. Qu'est-ce que je serais allé faire là-bas?
Et papa avait quand même peur, hein, malgré tout. René Thomas et Bobby Jasper, donc, c'était déjà deux musiciens extraordinaires dans la musique de jazz. Hein. René à la guitare et Bobby au sax ténor. C'était formidable. Oui, ils y sont allés. Ils sont restés. Ils y sont morts. Ils ont eu la chance de travailler avec les grands. Bobby Jasper a travaillé avec les plus grands solistes américains que nous connaissons pratiquement tous. Donc, vous avez parlé de Sonny Rollins et tout ça, et Stan Getz, pour ne parler que de Bobby Jasper, en fait, il a travaillé avec tout le monde. René Thomas, c'était la même chose. Ils les ont connus tous. Ils ont accompagné jusqu'à Fitzgerald et puis faire partie des orchestres qu'il y avait là-bas. Tant mieux pour eux s'ils ont quand même pu y travailler. Mais ils n'y ont pas gagné leur vie. Ils n'ont pas gagné leur vie. C'était autre chose. Jacques Pelzer, que j'ai connu chez les Bob Shots aussi. Jacques Pelzer, c'était formidable. Il ne connaissait pas la musique non plus. Mais il y avait autre chose sur le côté, c'est dommage. Pourquoi jouer avec sa santé? Quand je suis entré à la radio, c'était les INR, qui est devenu la RTBF. Je suis resté 37 ans là, à l'orchestre radio, au début. C'était novembre 53 ça. Là, la musique de jazz c'était terminé pour moi. Vu les services que je devais assurer à l'orchestre radio, c'était répétition, concert le matin, répétition l'après-midi ou le soir, faisait 2 services par jour. Et là, j'ai joué. Le chef d'orchestre était Edgar Donnet. Vous avez certainement entendu parler d'Edgar Donnet. Ça a été toute une histoire. Mon concours à l'INR, là, c'était quelque chose. On m'a poussé pour aller à la radio. Mon professeur qui n'avait jamais eu d'élèves à la radio. C'était sa chance. Vas-y, tu me feras plaisir. C'était une taverne qui était à remettre.
c'est Cronenbourg qui remettait, qui avait racheté le bâtiment là, et qui en faisait une taverne. Et un jour, en passant avec mon épouse, donc par là, on reprendrait bien ça. J'ai dit, reprendre une taverne, pourquoi faire? J'avais assez travaillé dans des établissements, ouais. Je dis non, j'étais réticent, quoi. Tu verras, il y aurait possibilité de faire pas mal de choses. On est allé visiter. Il y avait donc la taverne en entrant et il y avait une salle derrière. L'idée m'est venue, je me suis laissé tenter, on va faire du jazz ici. Et je ferai venir des musiciens qui viendront travailler avec moi. Et je l'ai fait et ça a bien marché. Je faisais venir surtout, j'ai eu l'occasion de faire venir Nicolas Fissette chez moi, Tony Bowens qui a travaillé à Bruxelles. C'est un peu triste d'en parler parce que des gens que j'ai connus et qui sont disparus comme ça fait quand même mal, hein, malgré tout. Pas mal de monde qui venait écouter. On commençait vers 10h du soir jusqu'à 2h du matin comme ça. Et on jouait ce qui nous passait par la tête. C'était de la musique de jazz, mais un peu plus poussée en général que certains standards américains. C'était un peu plus poussé, mais on reconnaissait quand même les airs, ce qui n'était pas mal. Et j'ai fait ça pendant presque 8 ans. Je faisais mon petit concert comme ça. Il y avait des gens. À cette époque-là, j'étais aussi professeur à l'Académie des Hawaï. Je donnais des cours à l'Académie des Hawaï. Et mon salaire que je touchais de l'Académie des Hawaï, je payais les musiciens qui venaient travailler avec moi. Je profitais de ça. Donc la taverne ne tirait rien du tout. Hein? Et c'était vraiment du beau temps. Mais un beau jour, j'ai quand même été serré parce que, en travaillant comme ça, il y avait une bonne ambiance, je constate qu'il y a un bonhomme là, attablé, qui est en train de prendre des notes. Ça sent le roussi ici. J'ai arrêté et j'ai parlé au micro en disant que je remerciais donc les personnes présentes, les habitués et tout ça, quel plaisir de pouvoir faire de la musique de jazz dans son propre établissement. En plus de ça, quand vous pouvez compter sur des musiciens qui viennent aussi par plaisir et bénévolement, je crois que vous m'avez compris, eh bien, je trouve ça sensationnel. Naturellement,
il y a eu les applaudissements et tout ça. Le gars a fini son verre, je ne m'étais pas trompé. Le gars a fini son verre, on ne l'a plus vu. Ça, je raconte quand même assez souvent ce machin. Mais donc, un pressentiment, hein. Je ne m'étais pas trompé. Malheureusement, Louis Bellson est décédé il y a 2 ans. Il avait 88 ans, lui. Et quand les premiers enregistrements que j'ai eu l'occasion d'entendre de lui, ça c'est le batteur complet. C'est dit, ça, quand je pourrai trouver quelque chose, ou de regarder quelque chose, je le ferai. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est un musicien complet. Il fait les arrangements, il a composé, il a eu des élèves là-bas, aux États-Unis, à l'époque de Buddy Rich aussi. Phénoménal aussi. Oh, terrible ça aussi. Hein? Mais Louis Bellson, Buddy Rich ne connaissait pas, entre parenthèses, ne connaissait pas la musique. Hein? Mais il avait une mémoire d'éléphant, lui. Bellson, c'est un musicien complet. Vous savez, quand il touchait une cymbale, un tom, la caisse claire, il jouait avec ses 2 grosses caisses, c'était ça. Il faisait sur sa batterie de la musique. Et c'est pour ça que j'ai toujours apprécié plus Bellson que tout autre. Mais il y a des forts. Hein.
Je ne sais pas si... Je me demande encore maintenant si j'aurais eu ma chance, si j'étais allé étudier avec un gars comme ça, ou avec un autre, Max Roach aussi, qui a souvent joué avec Clifford Brown, hein, et d'autres. Stan Getz a eu des batteurs extraordinaires. Beaucoup, beaucoup. Alors quand j'entends ça, je dis, je ne sais pas.